Nous avons organisé le samedi 16 mars 2024 au Ciné-Théâtre Le Rex de Valréas dans le Vaucluse une journée festival autour de notre film Tous résistants dans l'âme. Le programme de cette merveilleuse journée qui s'est tenue de 9h à 19h fut un cycle de 4 tables rondes avec 4 intervenants du film en interaction avec le public et animé par moi-même, Stéphane Chatry et Louis Fouché. Après le discours d'inauguration, nous avons eu une première table ronde sur le thème de l'autonomie alimentaire avec l'ethnobotaniste, écrivain, éditeur, paysan et j'en passe, Bernard Bertrand. La seconde fut sur le thème du low-tech avec le célèbre inventeur et youtubeur Barnabé Chaillot. La troisième fut sur le thème de la médecine conventionnelle avec le célèbre professeur Christian Perron. Puis la quatrième et dernière table ronde sur le thème de la santé intégrative avec Fabien Moine, hygiéniste, auteur, éditeur, vidéaste et distributeur de notre film. Nous avons clôturé cette merveilleuse journée en musique avec un formidable concert avec Ingrid Courrèges, accompagné de 2 des artistes du film, Eric Scarbarou et Wilfried Barbeco. Nous sommes très heureux de vous partager cette merveilleuse journée sur Ethic TV en 5 épisodes. Une première vidéo avec le discours inaugural, suivi des 4 vidéos des tables rondes. Merci encore du fond du cœur pour vos innombrables encouragements et votre précieux soutien. Quel beau passage du film également. Après Bernard Bertrand, merci d'accueillir Barnabé Chaillot. Donc on va repartir sur la même formule. On va prendre Louis sans parachute qui va nous faire et qui va retomber sur ses pieds, bien évidemment. On va faire un échange d'une 30aine de minutes, tous les 3, et puis ensuite une 40aine de minutes avec vous, sur le même principe. Messieurs, je vous laisse improviser, maître de l'improvisation. J'ai plein d'anecdotes, donc je pourrais commencer par une anecdote sympa. Alors on parle des low-tech, et depuis longtemps, moi je me dis j'aimerais être autonome dans plein de choses. Alors il y a l'électricité, le chauffage, tout ça. L'alimentation, on en a parlé, mais j'aimerais commencer par cette petite anecdote. Ça fait très très longtemps qu'on fait du pain. Bon, on a une machine à pain qui tournait tout seul. On mettait de la farine pas chère, de l'eau encore moins, un peu de sel, et puis le mélange, je faisais du pain tout seul. On fait ça des années, et je me suis dit, mais cette farine, elle coûte assez cher, et vous l'avez vu là-dedans, il y a quelqu'un qui finalement m'a dit, le blé, ça coûtait rien. Du coup, j'ai acheté un petit moulin, et on s'est mis à faire de la farine. On avait de la farine pour tout faire, c'était vraiment sympa. Et je me dis, là, j'ai vraiment gagné une étape, c'est sympa. Jusqu'au confinement, et je mettais de la levure parce que j'ai acheté de la levure, c'était pratique. Et pendant le confinement, il n'y avait ni farine ni levure. Tous les enfants qui n'allaient plus à l'école faisaient des gâteaux à la maison. Et du coup, ça a fait des pénuries. On n'avait pas imaginé ça. Et je dis, en fait, il faut que je fasse mon levain. Donc je me suis mis à faire mon levain. Et je me suis dit, j'ai encore gagné une étape qui est sympa. Et puis, depuis quelques temps, je me dis, mais ce moulin, je l'ai acheté. Je ne saurais pas à réparer. Et finalement, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? En plus, il tourne trop vite. J'ai dit, mais il faut que je fasse un moulin. Voilà. Donc, trouver des pierres, on ne s'invente pas tailleur de pierre comme ça, mais j'ai une idée sympa, c'est que comme les pierres tombales sont très plates, sont en granit, un caillou très solide, je dis, mais c'est génial, on va utiliser ça, on va le tailler en rond, et c'est ce que j'ai fait, et on a un moulin qui est très très sympa. Et du coup, pour la bonne nouvelle, mon fils, depuis qu'on a eu cette idée de faire un moulin avec des pierres tombales, chaque fois qu'on passe à côté d'un cimetière, il me dit, mais t'imagines, putain, s'il y a un souci, on pourra vraiment faire des moulins pour tout le monde. J'ai dit, ouais, on va attendre un petit peu. Et voilà, ça c'est le bricolage comme je l'aime. Mais merci pour l'anecdote. Incroyable. Louis, il ne veut pas prendre de micro, Louis. Je ne sais pas s'il est allumé, regarde. Voilà, donc là, un échange au sujet du low-tech. Louis, qu'est-ce que tu aimerais nous dire à ce sujet-là pour commencer cette table ronde? C'est un sujet qui est très difficile, je trouve, dans le monde dans lequel on vit. Et on est confronté en ce moment à une sorte de révolution technologique qui est celle du digital, du numérique et de l'intelligence artificielle, qui nous est vantée toute la journée, quoi. Et où on nous explique qu'on va être remplacé
clairement, quoi, par ChatGPT, par des IA génératives, etc. Et j'ai d'un côté mes copains de la décroissance, et voilà, il y en a un qui a écrit Internet ou le retour à la bougie, et lui il est au clair, hein. C'est le retour à la bougie, quoi. Et puis de l'autre côté, mes copains de la médecine et tout ça, qui fait ah mais t'imagines les opportunités comme ça pourrait être génial, etc. quoi. Et donc pour moi il y a une tension là-dedans. J'aimerais bien le regard de Barnabé parce que je l'ai vu mettre des processeurs parfois, commander des trucs sur AliExpress, avoir une imprimante 3D. Et je me suis dit tiens, c'est quoi le low-tech alors? C'est le retour à la bougie ou c'est autre chose? Ou c'est Internet, ou c'est ChatGPT, quoi. Alors déjà la bougie, c'est du pétrole. Donc c'est pas du tout, c'est de la paraffine. Il n'y a rien de low-tech, c'est vraiment de l'industrie pétrolifère. J'utilise ce qu'il y a sur place. Alors je dis souvent, les poubelles d'aujourd'hui sont nos mines de demain, parce que quand je vois tout ce qu'on y jette, évidemment ça va être sympa. Quand j'ai commencé à couler de l'aluminium pour faire des jouets, on faisait des épées en vrai aluminium, c'était plein, c'était sympa. Et bien évidemment, quand j'ai vu toutes ces voitures arriver avec ces jantes aluminium, je dis waouh, on va pouvoir jouer super longtemps avec. En plus, l'aluminium, ça se refond très très bien, ça s'abîme pas trop, ça rouille pas, donc c'est vraiment, vraiment sympa. Du coup, cette idée de récupérer tout le temps des objets, chaque fois que je vois des voitures électriques, je me dis ah génial, elles vont bientôt être en panne. Des petites pannes faciles, là, des trucs juste pour que vous ayez envie de les changer. Mais la batterie, pour un gars comme moi, elle est encore toute neuve. Hein. Du coup, acheter des voitures électriques, c'est pour nos enfants demain, ils s'en serviront. Ça, ils sont contents. Quand elles ne marcheront plus pour faire bouger vos gros véhicules. Mais du coup, oui, il faut profiter de ce qu'on a aujourd'hui en réfléchissant, est-ce qu'on peut le réparer? Dans le low-tech, j'aime pas du tout ce terme-là, parce qu'on est toujours en high-tech. Donc il n'y a pas de low-tech, soit on est low, soit on est tech, et on aime bien ce que j'appelle moi, c'est du greenwashing. On se donne bonne conscience en faisant du low-tech. Non, il n'y a pas de low-tech, il n'y a que du tech tout le temps. À part prendre un bout d'argile à la main et le cuire avec un bout de bois. Voilà, mais à part ça, on est tout de suite, dès qu'on a de l'acier et autre chose, on est dans le tech. Voilà. Du coup, je ne dirais pas qu'on est mal barré, mais il faut s'approprier petit à petit des choses qu'on a perdues. Du coup, voilà. Oui, pour cette table ronde, en fin de compte, l'idée, c'est peut-être pas précisément de focaliser sur le low-tech, mais c'est tout ce que tu montres dans cet extrait, qui est de la capacité de créer, d'inventer, de reconditionner, de redonner vie, comment dirais-je ? De se réapproprier les techniques. Oui, les techniques, et puis de recycler les choses. L'idée du recyclage, il est hyper intéressant. Et l'anecdote que tu donnes au début avec ces pierres tombales, etc., moi je trouve ça vraiment formidable, je ne la connaissais pas. Et c'est un petit peu l'idée, ce ne serait pas pour cette discussion. On n'a pas parlé, hein, donc là, vous voyez, tout est dans l'improvisation. Donc, Louis, tu voudrais rebondir sur... Alors moi j'ai des idées sur la question. Hein. Parce que la technique, c'est un gros champ dans le film. Pour ceux qui l'ont vu, il y a Malaki Farrell qui est un artiste plasticien et qui passe son temps à faire des espèces de montages avec des petits robots, des trucs qui bougent, des détecteurs de luminosité, des trucs comme ça, et qui à la fois ont l'air cheap d'un côté et en même temps disent quelque chose de très très fort de notre société. Et quand Malaki témoigne dans le film, il dit mais la technique c'est notre langage. Alors il a un peu un accent, j'essaie de le refaire. Hein. La technique c'est notre langage. Nous, êtres humains, profondément, nous sommes des êtres techniques. Nous passons notre temps à faire de l'artefact. Et donc, un fantasme d'un état de grâce naturelle à poil sur une île déserte, c'est à Hollywood, ça. C'est pas réaliste. C'est juste pas comme ça que notre société elle est aujourd'hui. Un fantasme d'un âge d'or perdu où on aurait pas de tracteur, mais un beau truc en bois traîné par le cheval, etc. C'est pareil, c'est un fantasme. C'est vraiment tout le temps cette espèce de question de l'âge d'or perdu et on aurait dégénéré depuis, quoi. Et pour moi, il y a à réhabiter le présent tel qu'il est, avec ses beautés, ses laideurs, et d'arriver à transformer la laideur en quelque chose de beau.
d'arriver à transformer un objet merdique chinois pourrave en quelque chose de vraiment utile et dont l'impact sur le monde va être plutôt positif et vertueux que négatif et sombre. Même s'il y aura toujours les deux. Parce que dans la technique, il y a toujours les deux, c'est pas ou bien ou mal. On vous dit tout le temps, oui, c'est en fonction des usages, oui, on pourrait faire le bien avec tel truc, ou on pourrait faire le mal. Non, non, il y a et le bien et le mal. Et plus on monte dans les niveaux technologiques, plus il y a et du bien et du mal. Un téléphone portable aujourd'hui, numérique, bah, il y a et du bien, quoi. Ça peut faire incroyablement plein de choses, donner plein de pouvoirs, effectivement. C'est un objet fascinant. Et il y a incroyablement du mal. Il y a des enfants dans des villes-usines, il y a des guerres pour le coltan, c'est vertigineux la quantité de mal qu'il y a à l'intérieur. Et nous, là-dedans, c'est l'usage qu'on va en faire, va être plutôt essayer de le faire tendre vers ça ou ça. Mais de toute manière, l'objet lui-même, déjà, il contenait et du bien et du mal. Une charge morale majeure. Donc derrière cette question technique, il y a une question morale, ou éthique, on pourrait dire. Qu'est-ce que tu en penses ? Je dirais qu'il faut souvent revenir aux choses simples. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'importe le plus. Se rapproprier, on parlait de rapproprier les techniques pour être autonome, pour être résistant, et c'est vraiment ce qui nous relie, je trouve, le plus. Moi, je me suis dit, mais l'alimentation, c'est quand même quelque chose qui est important. Alors, je m'en suis pas mal battu sur le sujet. Et à un moment donné, je me suis mis à faire du quinoa dans mon jardin, du pois chiche, tout ça. Et il y a une maison d'édition qui m'a dit, oh Barnabé, on aimerait que tu fasses un livre sur les protéines du jardin. J'ai dit, tu sais, j'ai des lapins quand même. Dit, non, la viande, c'est has-been, ça ne marchera pas. Il faut faire les protéines du jardin. J'ai dit, là, j'ai du soja, qui est sympa de chez Cocopelli. J'ai du haricot grimpant et j'ai du pois chiche. Donc, je peux faire un petit truc. Puis, j'ai appris que les grosses molécules d'amidon, on n'est pas loin des protéines aussi. Donc, j'ai dit, je vais faire un maïs. Donc, j'ai dit, je vais faire des carrés de 3 mètres par 3 mètres, méthodiquement, expliquer comment est-ce qu'on peut sur 3 mètres carrés, cultiver ce genre de céréales, de cultures qui font de la protéine. Et après, je vais pouvoir expliquer comment est-ce qu'on les récolte, les prépare, et est-ce qu'on peut faire 3, 4, 10 ou 20 portions alimentaires journalières avec ces 9 mètres carrés, 3 par 3. Et du coup, si quelqu'un un jour se dit, j'aimerais pour toute ma famille ou pour 2 familles, en fait, on en fera un peu plus. Voilà. Donc j'ai dit, j'étais très méticuleux, j'ai labouré à la main, un petit coin de clairière, entre dans une forêt qui ne m'appartient pas, hein, je m'approprie les espaces vides, voilà, je squatte. C'est pas grave de squatter, hein, quand on dit, vous n'êtes plus chez vous, on s'en va, on va ailleurs, il y a toujours des endroits à squatter, il n'y a pas de souci. Et là, malheureusement, quand j'ai vu les petits haricots qui ont poussé juste à côté, en même temps au printemps que les fêtes de soja, je vais un matin, il y avait des traces de pâte à gauche, à droite, là, 2 petits sabots, et tout était coupé méticuleusement. Là, il y a une bête qui avait pris juste tous les bourgeons à picots. Là. Du coup, c'est sûr, la plante, elle n'allait plus jamais rien faire, à part ces 2 petites feuilles cotylédonaires, mais sans bourgeons, elle n'ira pas plus loin. J'ai dit, mince, ça c'est la biche, je la reconnais bien. Dommage. Bon, c'est pas grave, il me reste 2 cultures. J'avais fait d'autres choses, j'avais fait de l'orge à graines nues. L'orge à graines nues s'est fait piller par les moineaux, je vais vous la faire courte. Voilà. Je dis dommage. En plus, c'était spécial. L'orge se décortique très mal. Donc là, c'était une variété spéciale, sans enveloppe. Bon, les oiseaux en ont profité. Le pois chiche, les campagnols raffolent de pois chiche jeunes. Je dis mince, le pois chiche, c'est râpé. Je dis c'est pas grave, j'ai mon grand maïs, le grand roubasque, là, il fait 3 mètres de haut, des gros épis là qu'on voit dans la vidéo. J'ai dit, c'est sûr, je sais que les mésanges attaquent le dessus, mais ça ira. Et un jour, il y a un voisin qui me dit, ils sont bizarres tes maïs, ils sont couchés. Je dis, couchés quoi? Et le bas de tous les maïs là, a été broyé, plié, et puis l'épi boulotté, quoi. Je dis, c'est quoi ça? Un petit trou et avec une crotte au fond, c'est le blaireau. Alors du coup, je rappelle la maison d'édition, j'ai dit, écoute, je veux bien faire un truc sur les protéines du jardin, mais on va faire du pâté de campagnol, du chevreuil et tout ça. Elle me dit non, ça va pas marcher, je voulais vraiment du jardin. Bon, j'ai dit mince. Et alors, c'est là que je voulais en venir. Juste à côté, qui faisait un peu de l'ombre, il y a un châtaignier là, monstrueux. Et, c'est deux châtaigniers jumeaux ou frères, je sais pas, sœurs. Ils font 1 mètre de diamètre. Et chaque année, mais je m'en étais pas encore trop aperçu, parce que les châtaignes, on en a ramassé quelques-unes. Et là, j'ai dit, j'ai ramassé tout, vu que j'ai rien eu dans mon jardin, dans ce jardin-là expérimental sauvage que je squattais, parce que le châtaignier n'est pas chez moi non plus, mais personne n'y va. J'ai ramassé méticuleusement les châtaignes, j'ai ouvert toutes les bogues, toutes les châtaignes, j'ai tout pris. Voilà. Quand c'est les campagnols, ils avaient pris mes pois chiches, moi je leur ai pris les châtaignes.
J'ai fait 40 kilos et je les ai fait sécher parce que c'est pas évident de manger de la châtaigne tout le temps. Je les ai fait sécher. Et là, je me suis dit, mais comment je vais faire pour manger 40 kilos de châtaignes? Puis il faudra que elles sont sèches, donc elles sont protégées dans un bidon, c'est bien. Mais il faut que je les décortique, puis après, il faut que je les travaille, tout ça. Et alors, c'est là que je voulais en venir. Je me suis dit, tout seul dans mon coin, après avoir fait 2-3, j'ai cherché des informations. Il n'y a pas de décortiqueuse à châtaigne comme ça. Enfin, il y a des gens qui tapent avec des bâtons sur des sacs en tissu. J'ai dit, déjà, je ne sais pas faire un sac en tissu, donc je ne peux pas. Donc, je me suis mis à inventer Enfin, j'ai inventé la machine à décortiquer les châtaignes sèches. C'est un moteur qui tourne avec des espèces de vis. On met les châtaignes, ça les explose. Puis après, j'ai un petit ami qui vibre, qui les trie. Puis après, j'ai un petit ventilateur que j'ai imprimé. Mais j'aurais pu récupérer un petit ventilateur. Et du coup, ça sort. On rentre les châtaignes sèches avec leur coque. Et ça sort. Oh, c'est tout propre. Voilà. Après, j'ai mis ça au moulin et j'ai fait de la farine. Voilà. Et ça, c'était pas mal. Donc, on peut se réapproprier. Et des châtaignes dans la forêt. Ben, les gens, ils les ramassent pas. Hein. Il y en a partout. Et on pourrait en planter tous les jours, tous. Et on peut retrouver tout ça sur ta chaîne YouTube Low-Tech. Donc sur la chaîne YouTube de Barnabé, vous avez toutes ces vidéos. Et en plus, toi, tu fais des vidéos des fois sur 1 an, parce que tu développes les choses sur le long terme, qui sont absolument... Et puis ce qu'on aime beaucoup dans tes vidéos aussi, c'est que c'est plein de joie de vivre. C'est très... c'est pas plombant, c'est drôle, il y a du second degré, et puis elle donne vraiment la pêche. Mais pour revenir au film, en fin de compte, l'intervention donc de Barnabé est juste avant, vous avez vu après, il y a Malachi Farrell, c'est ce que disait tout à l'heure Louis, qui arrive juste après Barnabé. Donc il n'y a pas beaucoup de hasard hein, dans le film, dans le choix. Tout est comme dans un jardin en permaculture, tout est connecté, tout est lié. Et j'avais vraiment à cœur de les mettre l'un après l'autre parce que déjà physiquement c'est étonnant, vous vous ressemblez un peu. Bon, t'es pas irlandais, mais lui est irlandais pour répondre à ta question. Et donc vous êtes 2 créateurs en fin de compte. Et tout à l'heure tu disais Louis par rapport à Malachi qui recycle, qui fait des choses cheap, etc. En fait, Malachi Farrell, cet artiste plasticien, est très inspiré par l'arte povera, donc c'est-à-dire un mouvement italien, je crois, où c'était faire de l'art avec des poubelles, avec des déchets. Donc c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Et c'est vrai que la question du low-tech, c'est une vraie grosse question que là on soulève. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui vraiment que le low-tech? Donc c'est vraiment le sujet de la table ronde. Mais en tous les cas, c'est cette puissance de création, d'imagination. Et c'est pour moi, je vous vois tous les deux comme des artistes, en fin de compte, tout simplement. Pour moi, tu es un créateur, tu es un artiste. Tu expérimentes, tu cherches. Et pour moi, c'est cette entrée du low-tech, c'est ça. C'est de, tiens, avec ça, j'utilise de la technologie, etc. Mais j'invente et je crée une machine, je crée un système, mais tout en redonnant vie à des poubelles, à des déchets, quoi. Et c'est super. J'ai bien aimé tout à l'heure quand tu as dit que c'est génial, tant la quantité de pierres tombales dans les cimetières que disait ton fils pour faire des moulins, que tous les déchets des jantes aluminium, etc. Et pour moi, je trouve que là où ça m'intéresse, où ça me touche, c'est l'aspect création, quoi. Je crée et j'invente, mais vraiment, toi, tes objets sont des objets utiles à la société, à cette histoire d'autonomie, et on t'en remercie vraiment vivement. Voilà. Alors peut-être il y a un certain nombre dans les couples de la génération de mes parents, il y a un certain nombre de femmes qui se sont demandées mais qu'est-ce qu'il peut bien foutre dans son garage tout le week-end, tout le temps. Et qu'est-ce qui peut le tenir aussi occupé, quoi, et qui soit plus intéressant que les feux de l'amour, plus intéressant que Dallas ou je sais pas quoi, et qui pourtant ne paraît pas grand-chose vu de l'extérieur, quoi. Effectivement, quand vous regardez à l'intérieur de l'établi, de l'atelier, etc., qu'est-ce que c'est, quoi? Les choses n'ont pas encore pris leur forme. Et il y a cet élan du créateur, cet élan de reprendre de la puissance d'agir sur le monde en réassemblant des choses, et qui pour moi s'apparente, peut prendre plein de dimensions différentes. Ça peut être, encore une fois, pour asservir les autres et avoir de la puissance, mais ça peut être aussi pour juste accomplir une sorte d'alchimie. L'alchimie, c'est la transmutation du plomb en or, mais symboliquement, c'est le compost en une nouvelle plante. C'est la dégénérescence en quelque chose de nouveau et de chouette qui va nous être utile et qui va apporter de la beauté au monde. Et au fond, ça correspond à la question de la non-violence gandhienne.
dont vous savez que j'essaie d'être un fer de lance. Je reçois quelque chose qui est violent, un objet pourri, dégueulasse, qui participe à la destruction de ce monde et qui est en fin de course en plus et dont personne ne veut. Et toi, tu fais de l'accueil inconditionnel, un peu comme Emmaüs en fait. L'abbé Pierre faisait ça, l'accueil inconditionnel. Tu viens, t'es abîmé par toute la vie, t'es abîmé par tout. On va bien trouver un truc, on va bien trouver quelque chose, quoi. Et on va jouer à le faire. Et donc il y a ces dimensions, moi, qui me touchent, qui sont celles de l'humour, de la joie, et d'essayer de mettre de la légèreté et de la désirabilité. Parce que peut-être vous avez essayé de convaincre vos voisins, vos beaux-frères, etc., de certains choix sanitaires ou autres, et ça ne marche pas. Parce que vous voulez avoir raison sur eux. Et alors que vous seriez... Et il y a quelque chose d'assez étonnant à l'hôpital public où je travaillais. Il y a une énorme affiche de 14 mètres par 18, non, j'exagère, mais très très grande, qui trône sur la Timone, au 18e étage, avec marqué « Le vaccin peut avoir des effets désirables », avec un homme et une femme qui s'emballent. Et les publicitaires, ils ont compris. C'est que si vous voulez réussir à ce qu'il se passe quelque chose, il faut que ça donne envie, quoi. Donc là, il est question que votre poubelle, elle devienne sexy, et que vos déchets deviennent sexy pour faire des choses intéressantes. Merci. Juste, on en avait discuté quand on était chez toi, du travail narratif profond qu'il y a à faire. C'est-à-dire, c'est pas juste tac, j'ai une idée et je la montre, etc. Je raconte une histoire. Et j'ai une responsabilité en tant que raconteur d'histoire. Et je me souviens quand nous, on est arrivé avec une idée vraiment d'improvisation. Et toi, tu étais là, non, j'ai une responsabilité derrière ce qui va être dit là. Et peut-être tu peux expliquer ça, parce que au début, moi, j'avais pas compris. Et maintenant, je suis beaucoup plus sensible à ça. Il n'y a qu'une moyen de convaincre, c'est pas de raconter qu'il faut faire des choses, il faut juste le vivre soi. Et quand on le vit soi, et qu'on le montre, on a la chance de pouvoir le montrer gratuitement avec YouTube, enfin gratuit, c'est en guillemets, mais les gens se disent, peut-être que ça, c'est lui, il ne paye pas d'électricité, il se marre, il s'amuse, il mange des trucs dans la forêt qui ne coûtent rien, et il en donne à tout le monde. Merde, moi pourquoi je vais travailler? C'est un petit peu ça l'idée. Et toujours montrer l'exemple, faire soi-même. Mais du coup, c'est pas forcément évident. Là, je me suis dit, j'ai du chauffage gratuit quasiment, je mange gratuitement. Entre ce que j'aide les paysans et tout ça, j'ai plein de choses qui tombent tout seul. C'est vraiment sympa. Mais sur la locomotion, enfin sur les moyens de transport, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose quand même. C'est un autre domaine qui est très très important. J'ai dit, il faut que je fasse un vélo spécial. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la jolie vue, c'est sympa, c'est le bon côté des choses, mais le mauvais côté des choses, c'est que pour y arriver, comme ça, il y a presque 800 mètres à 20%. Je vous défie là, il n'y a personne qui va faire ça sans poser le pied avec un vélo normal. Et surtout s'il a fait 2-3 courses. Bon, qu'un enfant, c'est foutu. Si vous avez passé la soixantaine, c'est foutu. Si vous êtes gros, c'est foutu. Il y a plein de choses qui font que vous ne pourrez pas le faire. Donc j'ai dit, il faut que je m'autorise ça. Et là, je suis rentré dans le monde un petit peu limité parce qu'il y a des normes. Et alors là, du coup, je peux plus faire juste pour moi. Il faut que je me fasse dans la société. Et ça, c'est très très difficile parce qu'il y a des normes qu'on respecte beaucoup trop. Pour rien d'ailleurs, je vais le dire là. Parce que, ah oui, c'est ça, c'est très important. Toutes les lois ont changé. Donc à tout moment, il y a toujours eu des gens qui ont transgressé des lois. Et ces transgressions ont permis des nouvelles lois. Donc tant que vous respectez les lois, elles ne changeront pas. C'est un petit peu ça que je voulais dire. Et avec ce vélo, du coup, j'ai mis un gros moteur interdit. Et puis on est en train de rouler. En plus, c'est un vélo sympa parce qu'il y a quelqu'un derrière qui peut s'asseoir sans pédaler. On peut juste discuter, c'est sympa. Il a 3 roues. Et tout le monde dit, ouais, mais si tu peux pas l'assurer, si tu peux te faire arrêter. Alors, je me suis dit, je vais la faire arrêter plusieurs fois. Et c'est toujours la même chose. Les gendarmes, ils sont curieux. Ils disent, ah, c'est quoi comme véhicule? Ah, c'est sympa, il y a un petit moteur, un gros moteur. Alors, le gros moteur que j'ai acheté, c'est un moteur 1000 watts. Ils m'ont vendu l'étiquette 250. C'est limité à 250. Alors, dans la même boîte, tu as le gros moteur, puis l'étiquette. Tu colles l'étiquette, il n'y a personne qui va vérifier en mettant son doigt pour voir que c'est un gros moteur. Et du coup, on croit qu'on est limité dans un monde. Et tu le disais tout à l'heure, la liberté, elle est juste dans notre tête. On peut aller vraiment, vraiment au-delà de ce qu'on croit être la limite. Non, passez le pas, puis après, vous en referez encore 10 autres. Il ne va rien se passer. À part on va vous dire, waouh, vous êtes génial. Alors que non, vous avez juste fait ce que vous aviez dans le cœur. Voilà, donc je pense que ça, c'est quelque chose
que j'essaie de transmettre. Allez-y, il va rien se passer. Bah, tu y parviens très bien. Dans le film, tu présentes une de tes créations, c'est son Rocket Stove créé depuis une bouteille de gaz. Donc là, du coup, tu as juste coupé une bouteille de gaz et fait un système sans soudure et tu as mis en libre accès, donc là on est vraiment sur du entre guillemets low-tech, sans soudure, et tu mets en libre accès les plans, donc où chacun peut faire son Rocket Stove à ta manière. Et qu'est-ce qui te pousse à faire ça? J'ai pas envie d'acheter un poêle tout neuf à 2000 € ou plus, et puis quand il tombe en panne ou quand il est cassé, je sais pas quoi faire avec. Donc je trouvais intéressant de faire quelque chose, et je trouvais intéressant parce que j'ai un petit peu de temps, ce que les gens n'ont pas forcément, mais à un moment donné, j'ai dit il faut que je fasse vraiment un gros travail physique, rémunérateur à un moment donné, et après je dis j'arrête. Voilà. Donc j'ai mis ça en place, et après, avec ce temps-là, j'ai dit qu'est-ce que je vais en faire, et je trouvais tellement intéressant, le chauffage, c'est quand même 50% des dépenses d'un foyer en énergie, ça fait un paquet, donc c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur, et j'ai dit ben, on va faire un poêle. Et comme j'ai du temps pour réfléchir, je vais le faire de manière un petit peu avec des idées complètement folles. On va le faire, on n'achète rien. Pourquoi pas, c'est un défi. Donc des bouteilles de gaz, des tubes que j'ai retrouvés en recyclerie, et puis il y avait de la cendre pour isoler un petit peu, et bon, ça a bien marché. Bon, j'ai fait pas mal d'essais, et puis après il y avait ce bois qui était broyé. Alors on ne peut pas avoir tous du bois broyé, mais ça coûte quand même bien moins cher que de la bûche. Et puis c'est des grosses machines, mais c'est des grosses machines qu'ils font un peu pour beaucoup de personnes. C'est des machines qui consomment 600 litres de fuel par jour, effectivement, mais elles font 600 mètres cubes de broyat, donc au final, par mètre cube, c'est pas tant de matière grise. Acheter des bûches en bois, bah, pareil, ça demande pas mal d'énergie. Donc voilà, c'était vraiment cette idée-là, le partager, le trouver sympa. Chez mon voisin qui l'a installé, il a refait toute sa cuisine, il a installé ça. Alors ça ne plaît pas forcément à sa femme, j'espère qu'elle n'est pas là. Non, mais je sais qu'elle n'est pas là. Elle entendra, mais j'espère certainement pas ce message-là. Elle dit il est moche. Mais on s'en oui, mais ça peut s'habiller, non? Ouais, non, mais non. Et même une fois, je vais dans un festival et la dame, elle dit alors j'ai rien contre, j'adore les femmes, bien évidemment, mais effectivement, c'est quelque chose que moi, j'ai pas comme fibre. Elle me dit c'est vraiment chouette ton truc. Dommage qu'il est moche aussi. Je dis il est moche. Mais j'avais même pas vu qu'il était moche. Moi, ce que je trouve qu'il est fonctionnel, c'est ça qui compte. Voilà. Donc, s'il y a un designer dans la salle, eh ben, on fera le poêle ou une designer avec plaisir. Merci beaucoup Barnabé. Donc on arrive à la fin de cet entretien. Donc on va passer maintenant aux questions-réponses en interaction avec vous. Donc les micros sont de nouveau en salle. Oui, mais tu n'as pas de micro? Ah, on va reprendre les micros. Oui, tiens. Alors, grâce à votre film, il y a un problème qui ressort constamment. Dans le film, tu dis, Louis, c'est dommage qu'on appelle ça tous résistants, parce qu'en réalité, on n'est pas des... Enfin, on résiste pas, il faut accueillir et faire avec, d'accord? Et là, on parle de low-tech, et tu as dit que ce serait bien de rendre ça attirant. Mais comment on peut rendre attirant quelque chose en l'appelant technologie basse, étant donné que le mot technologie veut dire apporter des solutions, ça sert à apporter des solutions. Donc une technologie basse apporte peu de solutions. Alors qu'à mes yeux, la technologie que vous proposez, elle est d'une forme supérieure parce qu'elle elle est assistée par les lois de la nature et c'est la plus haute forme de technologie qui rend indépendant. La vraie low-tech, c'est le smartphone. La vraie low-tech, c'est la télé, c'est la technologie qu'on nous propose qui nous rend dépendants. Est-ce qu'on ne pourrait pas appeler ça la très haute technologie finalement, en réalité? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Merci beaucoup pour ton témoignage. Alors, monsieur, madame? Oui. Moi, j'avais une question. Est-ce que ce poêle, parce que chaque objet, en fait, que vous concevez a une certaine fonction, et certains objets peuvent avoir des multiples fonctions, est-ce que ce poêle est voué à cuisiner, profiter de la chaleur de ce poêle pour pouvoir préparer des bons petits? Bien évidemment, c'était le but initial, cuisiner sans salir les casseroles et qu'on puisse le mettre à l'intérieur. Du coup, la chaleur, c'est un rocket stove, je ne vais pas raconter ça, mais on condense la chaleur à l'intérieur. Après, on le canalise pour qu'il monte le plus verticalement possible. Et en montant dans un endroit confiné,
tout ce qui pourrait brûler à haute température, comme il y a une haute température, va brûler. Et du coup, il n'y a pas de fumée. C'est pour ça que ça s'appelle, c'est très intéressant comme concept. Et cette fumée qui sort vient taper sur une casserole que j'ai mis à l'envers, qui est plantée dans du sable pour l'étanchéité. Et du coup, ça fait une plaque qui est très très chaude. Voilà. Alors, le mieux, c'est d'avoir une vieille casserole en fonte. Les casseroles en fonte qui étaient émaillées à l'époque, quand vous avez fait chauffer trop longtemps, l'émail est parti. Bah, ces casseroles-là, il ne faut pas les jeter, elles sont très précieuses, parce qu'elles ne se dilatent pas. Du coup, quand vous mettez la grosse flamme dessous, bah, elles ondulent pas, et du coup, elles sont bien plates, et vous pouvez poser une casserole dessus, c'est très propre. Voilà. Après, j'ai mis de l'eau chaude, parce que les gens m'ont dit, alors, le chauffage, c'est la moitié de la consommation d'un foyer, et l'eau chaude sanitaire, c'est le quart. Donc on est déjà à 75%. La cuisine, ça doit être un petit peu, donc oui, ça cuisine, mais c'est un détail pour moi quelque part, puisque ça chauffe déjà, même si c'était très important bien sûr. Et l'eau chaude, c'est important, donc j'ai dit on va mettre un serpentin à l'intérieur, qui va faire circuler de l'eau. Alors ça marchait tellement bien que les fumées étaient froides. Et alors pour ceux qui font un petit peu de la fumisterie, eh ben, quand les fumées sont froides, elles ne veulent pas sortir, parce que c'est que la chaleur qui s'en va, donc ça a été compliqué. Donc comme c'était froid, j'ai dit on va mettre un petit ventilateur. Et du coup, c'est ce que mon voisin a chez lui pour chauffer sa dalle. Et il y a un petit truc comme ça pour cuisiner, chauffer sa maison et chauffer sa dalle avec de l'eau chaude. Voilà. Donc ça fait les trois, et c'est très bien. Et là, je suis allé boire le café hier. Il m'a dit oh, tu n'auras pas un petit bout de tube de 90, c'est le brûleur qui s'abîme. J'ai dit j'en ai plein chez moi. Voilà. Donc je lui filerai un bout de 15 cm de long, sur du diamètre 9,9, et il pourra faire son brûleur qui va lui refaire 2 saisons. Merci. Si vous regardez Si vous regardez les vidéos de Barnabé sur ce sujet, depuis la fonderie à la cire perdue, enfin au sable d'aluminium, jusqu'au tortillon en cuivre à l'intérieur du rocket stove pour récupérer de l'eau chaude, et tu arrives même à un moment à essayer de mettre des extracteurs thermiques pour aller faire de la thermoélectricité avec des modules Peltier. Donc effectivement, à partir d'une source d'énergie, il y a une quantité absolument incroyable d'usages qu'on peut en avoir. Après, voilà. On peut déshydrater aussi pour conserver les aliments, ouais. assez facilement. J'avais fait un four dessus aussi. Bon, après, voilà, j'ai pas forcément le temps. Et puis, on est dans une société où les gens, ils sont fainéants. Alors là, le prenez pas mal. Je sais que vous êtes beaucoup de kilomètres et c'est des gens très très spéciaux. Déjà parce que vous êtes là. Mais globalement, les gens, ils se déplacent pas, hein, ils font rien, ils mettent pas les doigts dans la terre, ils vont pas aller faire pipi dehors, même si c'est qu'à 5 mètres de la porte, ils le feront pas. Voilà, donc, c'est pas facile. Très bien, merci. Une nouvelle question? Oui, monsieur? Oui. Alors, je suis un peu intimidé. Comment dire? J'ai beaucoup entendu parler du cœur, de la vie, de la mort, et j'ai l'impression qu'on parle que de ça en fait ici, et je trouve ça super chouette. Je voulais parler d'une expérience que j'ai pu vivre sur suivre son cœur en fait. Je pense que c'est ça qui est le plus important, de suivre son cœur et de ne pas trop se poser de questions. L'expérience que j'ai eue, c'est que je vivais en ville, hyper centre, et tous les jours, je voyais les jardins qui étaient là, tout verts, parce que la copropriété ne veut pas qu'on plante. Et je me disais, mais c'est pas possible. Et le jour du confinement, je me suis dit, tant pis, je vais faire quelque chose. Et en fait, je suis designer, voilà. Donc, si vous voulez, on peut travailler ensemble. J'en profite. Je vous suis depuis très longtemps aussi. Et comment dire et donc du coup, en fait, je me suis permis en fait de faire sauter un verrou, d'aller dans la copro, et j'ai pris des mesures de partout. J'ai tout modélisé et j'ai commencé à préparer le terrain. Et en une matinée, j'ai tout monté. Et en une nuit, j'ai planté plein d'arbres. J'étais habillé en noir. J'ai attendu qu'il y ait la pleine lune. Voilà. Et en fait, je me suis dit, mais je vais le faire. Et en fait, j'avais une pression de malade parce que je me suis dit, mais si je me fais choper, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, pour vous dire, en fait, vu qu'on était dans l'état de confinement, les gens n'ont rien vu. Il s'est passé 6 mois, 8 mois,
Et puis au bout d'un moment, les gens commencent à se poser des questions. Je me dis, mais c'est quoi tous ces trucs qui sont mis dans le jardin? Et puis en fait, on m'a posé une question. Et puis je dis, bah, c'est moi, parce que j'ai participé aux réunions de la CoPro. Et je dis, bah, c'est moi. C'est moi qui ai fait ça. Mais vous avez fait ça quand? Combien ça vous a coûté? Alors du coup, j'ai tout expliqué. Je dis, mais c'est bon, c'est ma société qui a payé, parce que j'ai une toute petite société qui fonctionne de rien du tout. J'ai mis le peu d'argent que j'avais là-dedans, mais je me suis dit, je m'en fous, c'est pour la collectivité. Moi, je veux des arbres, des fruitiers, je veux que les gens puissent manger. Voilà. Et en fait, derrière, ils m'ont dit, ça vous dirait d'entretenir le jardin? et vu que j'avais pas beaucoup de boulot à ce moment-là, je me suis dit, bah, on m'offre un boulot, quoi. Enfin, au final, je l'ai pas pris, mais voilà, j'ai trouvé ça très drôle. Voilà. Et donc, ma question pour vous, moi, donc, du coup, partant de ce constat, je continue de suivre mon cœur, donc pour plein de raisons, hein, et je suis parti dans le Gers. Voilà, je suis parti dans le Gers. Je me suis dit, allez, je vais me terrer au milieu de nulle part, et je vais essayer de recréer la société, de refaire société, de travailler avec les enfants, de travailler avec les anciens, et de essayer de travailler verticalement, comme disait le monsieur. Et voilà. Et en fait, on est là-bas, dans le trou du cul du monde, et on essaie de monter quelque chose, et on ne sait pas comment faire, pour plein de choses, en fait. Et on est là, ouh, venez les gens, on a sauté le pas. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a du temps. En fait, ça demande du temps, vraiment, parce que entre le temps où on décide de faire ça, et en fait, faut vraiment expérimenter les tout petits trucs, même si ça vous fait peur, il faut le faire. Et en fait, plus ça va, plus vous allez faire de grosses choses, et oser des choses plus fortes, vous mettre dans des états un peu de difficulté, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Et c'est pour ça que je vous dis, la vie, le cœur, etc., c'est super important. Et donc ma question, excusez-moi, j'étais un peu long, mais j'avais besoin de raconter tout ça. On a aussi besoin d'aide financière, parce que Louis Fouché, tu as proposé ça, et ouais, nous on lève la main, on se dit, ouh, on est là aussi. Voilà. Donc, moi, ça serait savoir le Rocket Stove. Combien de kilowatts? Est-ce qu'on peut adapter les kilowatts? Et est-ce que c'est pas dangereux pour une yourte? Parce que j'expérimente la vie en yourte aussi. Et voilà, parce que ça pourrait être très intéressant. Merci. Alors, le Rocket Stove, on va revenir. La cigarette, on sait que c'est toxique, c'est dangereux, mais on le fait. La voiture, c'est très très dangereux. Il ne faut pas lâcher les mains dans un virage, hein, on le sait, mais on prend quand même la voiture. Du coup, le Rocket Stove, c'est pareil. Si vous faites n'importe quoi avec, vous allez mettre le feu à la yourte, et je l'espère, parce que c'est quelque chose de puissant et que c'est un bon outil pour le faire. Mais on n'est pas obligé de mettre le feu à quoi que ce soit. Si on le surveille, ça se passe très bien. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va me dire, ouais, je suis assureur, du coup, je ne suis pas sûr que je puisse t'assurer. Tant mieux, ça ne m'intéresse pas qu'on fasse partenaire. Du coup, on bricole des choses pour soi. Alors, mauvaise nouvelle, tu ne pourras pas le vendre si tu voulais faire si tu le trouves très très bien et que tu en aimerais en faire plein pour les vendre, tu ne pourras pas. Voilà, c'est ça qui est une bonne nouvelle. Il y a un monde sans argent, je rêve de ça. La puissance, c'est ça. À peu près, on brûle 1,5 kg de bois par heure. Chaque kilo de bois contient... Oh, je suis déçu là. C'est pas grave. 4 kWh d'énergie, du coup, c'est à peu près 6 kWh d'énergie chaque heure qui est développée par ce petit poêle. Largement pour une yourte, bien évidemment. Et si il fait trop froid la nuit, tu l'enterres dans de l'argile pour faire un peu de masse. Très bien, merci. La question suivante. Ah non, il y a une question, monsieur, devant. Ah, là-haut. Allez-y, madame. Merci. Alors, ce n'est pas une question, mais je vais tout à fait dans votre sens par rapport au DPE. Je pense que tout le monde connaît, c'est le diagnostic de performance énergétique quand on veut vendre une maison. J'ai un frère qui vous ressemble énormément, mais on a fait atelier DPE avec lui parce qu'on n'est pas sur les mêmes bords au niveau du vaccin. Alors, ce qui se passe, on a hérité de la maison de mes parents qui fait 3 étages parce que c'est une maison genre maison de maître. Maison qui a un siècle. Nous, on savait, en ayant calculé la performance de la maison avec les murs en pierre et la consommation électrique de mes parents, qu'elle était en D. Mais les logiciels de DPE l'ont classée en G. Donc les agences qui les vendent s'arrachaient les cheveux. Mon frère et moi, on a fait atelier DPE. Je vais très très vite, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner des renseignements. Ça fait 3 semaines qu'on est dessus. Et finalement, à force de creuser et d'avoir des raisonnements comme les vôtres,
mais on est obligé d'être dans les clous parce que c'est officiel. On a trouvé des artisans, on a trouvé des devis, on a fait des analyses nous-mêmes, on est allé voir la législation. Finalement, la personne qui supervise les audits énergétiques nous a envoyé un mail officiel nous disant « Votre maison est en DPE G, mais elle est en fait en C, grâce à tout ce que nous, on a trouvé, toutes les propositions qu'on fait aux acheteurs. » Donc aujourd'hui, on a mis les agences en difficulté parce qu'elles sont obligées de demander à leur service juridique comment elles ont le droit de modifier une agence immobilière, une annonce immobilière. Tout ça parce que nous, on s'est retroussé les manches, on a fait atelier DPE et on est en train de dire au système, c'est bien vos logiciels, mais ça ne marche pas. Merci. Alors, cette loi-là, la DPE, là, je la trouve insupportable. Ça fait longtemps qu'on arrive à restaurer pour ma compagne son appartement. On a refait toute l'isolation du plafond, des sols. Contre le mur nord, on avait mis des placards qui faisaient un petit peu frigo. Et du coup, on regardait la consommation de gaz. On était au gaz de ville et on avait mis un programmateur là. Ça se mettait le matin, juste une demi-heure avant qu'on se lève. Il faisait bon dans l'appartement. Puis après, ça s'éteignait parce qu'on allait travailler toute la journée. Et on a regardé à la fin la consommation. Et on dit, oh, génial, on ne consomme pas beaucoup. On va pouvoir vendre le DPE. Hein, c'est un truc facilement qu'on aura. Les gens viennent. Je pensais qu'il y aurait une caméra thermique qui nous demanderait ce qu'on a réisolé, c'est quoi comme épaisseur, c'est quoi comme type d'isolant, tout ça. Il n'en avait rien à foutre. Je vais être grossier parce que vraiment là, c'était l'incompétence il y a déjà 10 ans et je vois que ça s'est encore dégradé depuis. Il a dit votre appartement, 1900, je crois 70, un truc comme ça. G. On ne peut pas faire mieux, c'est comme ça. Je dis c'est marrant, vous dites ça, parce que moi j'ai mesuré la surface et ce qu'on consomme, et en fait on est en moins de 50 kWh par mètre carré. Vous savez ce que c'est ça? Alors le gars il ne connaissait pas du tout. Hein. Ça s'appelle BBC, les maisons très basse consommation. C'est la norme, moins de 50 kWh par mètre carré et par an. Donc voilà, nous on était en BBC et lui nous disait qu'on était en G ou D, un truc horrible. Du coup, ça ne posait aucun souci. Voilà, l'acheteur, je lui dis, ça c'est la facture et nous on vivait bien. Donc tu peux acheter un G et être content. Voilà. Alors, bien évidemment, le système va faire en sorte qu'on est obligé de. Mais non, vous n'êtes rien obligé de rien du tout. Voilà, ça c'est certain. À part de les écouter en vous bouchant les oreilles. Ça c'est possible. Et c'est étonnant cette histoire du DPE, parce que moi je vis ça là en ce moment. Là on va emménager dans la maison de mes grands-parents qui sont décédés l'année dernière. Et ma mère et ses frères et sœurs, les héritiers de la maison, ont fait venir ce monsieur G. La maison, c'est G. Alors qu'il y a juste toutes les fenêtres à refaire en double vitrage, mais la maison, c'est la maison où est né mon arrière-grand-père, dont toute la façade nord est en pierre, etc. Elle est isolée. Et j'ai l'impression que cette histoire de G, ils aiment le coller. Et il y en a pour 60 000 € pour la mettre en acceptable, en B ou C, je ne sais pas combien. Mais le G, ils le sortent facilement apparemment. On est dans un système où il faut acheter plus, consommer plus. Donc vraiment, typiquement là, l'industriel, tous ceux qui vont faire de la laine de verre, laine de roche, double vitrage, tout ça, ils vont être hyper contents. Les artisans hyper contents, bien taxés. L'État va récupérer une bonne partie de tout ça. Donc ça participe au système où on consomme de plus en plus. Et alors vous savez, je vais raconter une dernière, mais vraiment vite là. L'Allemagne, l'Angleterre, en 2005, injectent plusieurs milliards d'euros pour la rénovation immobilière de dizaines de milliers de logements. Donc, ce n'est pas juste 2-3 petits trucs. Et bien évidemment, derrière, pour faire la transition écologique, pour réhabiliter énergétiquement les logements, c'est ce qu'ils font. Ils injectent tout ça. Ils réisolent tous les immeubles en façade. Et ils mesurent l'économie de la première année. Combien vous croyez qu'ils économisent d'énergie, donc d'électricité, la première année, avec une isolation toute refaite? 7%. La deuxième année, 6%. Et bien la quatrième année, 0. Vous savez pourquoi? Avant, les gens ils vivaient à 20 degrés ou à 18 et ils se plaignaient. Maintenant, ils se plaignent pareil, mais ils sont à 22. Voilà. Donc on change les comportements. Donc les gens âgés, oui, il fait G, c'est une maison où il fait 18. Peut-être qu'il faut aussi 18 l'hiver ou 20 l'été et c'est confortable. 18 ou 17 l'hiver. Ça gêne que les gens qui passent leur journée sur des écrans sans bouger. Voilà. Donc il faut dire que c'est une maison pour gens actifs. Peut-être que c'est la subtilité. C'est ça.
Merci beaucoup. Une question suivante. Il nous reste du temps, hein, il nous reste 20 minutes. Hein. Bonjour. Je voulais faire un petit rappel justement sur les ressourceries, vous en aviez parlé tout à l'heure, qui est une association en fait, très bien implantée en France et qui propose justement des formations en fait, pour ouvrir des ressourceries ou même pour faire de l'entretien, qui ont des outils vraiment performants et qui sont super pour faire du troc. Et faire aussi un petit point sur une association qu'on appelle le CEL, donc le service d'entraide de liaison, qui permet aussi effectivement de faire du troc et qui lutte contre la pauvreté existante. Donc voilà, c'était un petit point. Et de voyager, parce que aussi la route du sel, effectivement, vous pouvez échanger votre habitation avec tout à chacun pour pouvoir partir même à l'international. Et vous dire aussi une dernière chose, j'oubliais, c'est qu'il y a des matériothèques aussi qui existent dans les établissements médico-sociaux. J'en fais partie, notamment parce que je suis infirmière, dans une clinique spécialisée en épilepsie, et ils ont intégré justement la matériothèque en tant qu'entreprise adaptée ou même en atelier pour les patients et les usagers. Donc ça se développe aussi même au niveau sanitaire. Et alors ça s'appelle la TEP, c'est la clinique spécialisée dans l'épilepsie, justement dans les maladies rares et le handicap, qui se trouve à Tain-l'Hermitage et qui existe depuis 1856 grâce au comte Louis de Larnage et aux sœurs bénédictines qui l'ont créé justement pour lutter contre l'épilepsie. Et il y a du bon vin. Merci beaucoup. Merci. Alors, les recycleries, il faut payer un petit peu. Il y a les déchetteries aussi. Alors, ça, c'est sympa, j'adore les déchetteries parce que les gens passent leur temps à emmener des merdes pour eux, mais pour moi, j'ai l'impression d'être dans un magasin. Je regarde les veines. Alors, par contre, il y a un petit souci, c'est qu'ils ont posé un pion, un gars avec un sifflet, un bâton, et dès qu'on regarde dedans, il s'approche déjà. Tu vois. Et puis il vous dit, j'adore parce que c'est subtil, c'est du chantage, il dit, je te laisserai bien récupérer là, ce que tu veux là-dedans, mais il y a une caméra, puis je perds mon boulot. Moi j'ai envie de lui dire, mais c'est moi qui paye ton boulot avec mes impôts, donc tu vois, mais non, ils ont mis un système de gardiennage, je ne sais pas pourquoi. Alors du coup j'ai une super astuce, vous le dites à personne d'autre, hein, c'est entre nous. Il faut trouver un bout de tuyau cuivre chez vous où vous avez bien des choses qui ont un peu de valeur. Alors le cuivre, ça se vend très très bien, il faut qu'il y ait au moins 500 grammes. Et vous dites, vous regardez dedans, puis il faut qu'il s'approche de vous là, et vous dites, j'ai un tuyau de cuivre, je ne sais pas comment faire. Et là, il va le mettre dans sa main. Et là, vous lui dites, au fait, il y a un truc là-dedans. Et là, il ne peut rien vous dire, parce que du coup, lui, il l'a piqué. Voilà, donc vous l'avez pris à son propre jeu, et normalement, vous pouvez récupérer ce que vous voulez, plus ou moins discrètement, bien évidemment. La corruption. Louis, tu voulais toucher 2 mots tout à l'heure? Non, c'est bon. Alors la question suivante, monsieur. Oui, merci pour le tuyau, parce que je suis un peu dans le même cas que vous pour les déchetteries, pour récupérer beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il y a des fortunes qui se perdent. Et d'ailleurs, tout d'abord, je voudrais dire bonjour à tous les complotistes. Et donc oui, une question technique par rapport au poêle Rocket Stone. Vu qu'il produit beaucoup d'électricité. Stove. Stove. Alors c'est le poêle dragon pour les Français, c'est mieux. D'accord. Voilà. Bon, alors le poêle dragon, ça évitera les ambiguïtés. Alors vu qu'il produit beaucoup d'électricité, est-ce que vous avez essayé une application de mettre style bouilloire avec une génératrice qui permettrait d'utiliser l'électricité de façon plus facile, quoi, pour tout type d'utilisation? C'est une très bonne question. Alors il produit pas d'électricité, il produit beaucoup de chaleur. L'électricité, alors j'avais mis des petits modules Peltier qui faisaient un peu d'électricité, mais c'était compliqué de les refroidir pour qu'ils produisent de l'électricité, donc ça n'a pas vraiment marché. Ils produisaient autant qu'ils consommaient pour se refroidir, donc ça ne marchait pas bien, malheureusement. Et encore une fois, c'est une technologie qui est hyper simple. Il n'y a personne qui s'en occupe. Ils font des gros trucs, alors que moi j'aimerais des petits trucs. Et bon, la nanotechnologie, ça existe très bien. Je ne suis pas complotiste plus que ça, mais là je trouve c'est bizarre pourquoi ils n'en font pas des tout petits, voilà, des modules Peltier, et on pourrait effectivement avoir un peu d'ampoule. Après, toi, ce que vous dites, c'est une petite chaudière à eau, ouais, avec quoi, 10 barres de pression. Voilà, un petit 10 barres de pression dans la cuisine. Derrière, une génératrice, allez, qui tourne à 10 000 tours. Derrière, il faut échapper la vapeur d'eau. Hein.
comme ça. Non, je suis pas sûr que ça vous plairait. Alors après, vous pourriez mettre le poêle dehors, mais c'est ce qu'on appelle une usine à gaz. Voilà. Et le mieux, non, c'est de. Alors j'ai trouvé il y avait du verre. On peut mettre des vitrocérames en recyclant des plaques infrarouges là. Et du coup, on a un peu de lumière quand on allume le poêle. Et sinon, la nuit, il faut se coucher quoi. Si vous voulez lire, c'est ça. Sinon, pour l'électricité, il faut attendre la journée. Si vous avez des panneaux solaires. Non, désolé, ça fait pas ça. Ça fait pas tout. Merci beaucoup. Il nous reste 10 petites minutes. Et une question ici. Juste oui, un monsieur. mot, parce que c'est une des réflexions que tu as menées aussi, c'est cette question qu'on peut toujours complexifier les systèmes techniques, mais si on n'a pas de réflexion sur l'usage, on est capable de faire, même en low-tech, finalement, des panneaux solaires, d'aller générer des caisses de kilowatts, etc., d'avoir des batteries à gogo dans toute la cave. Mais pour toi, c'est un peu une impasse, non, dans ce que j'ai lu dans ton dernier livre? On veut tous savoir, tout le monde croit que le stockage d'énergie, c'est la solution. Ou la production d'électricité serait une grosse solution. Quand je vois ce qu'on fait comme destruction dès qu'on a de l'énergie facile, et je me dis que non, l'énergie, même si tout le monde le dit, l'énergie, ça serait la solution. L'énergie, je vais vous le dire, hein, c'est le problème. C'est vraiment le problème, c'est qu'on a des grosses voitures, des grosses maisons, on veut des gros chauffages, et puis consommer du numérique. Donc je pense que ouais, l'impasse, elle est là, on veut plus, alors qu'il faudrait avoir envie de un peu moins, mais encore une fois, c'est une guerre. Alors on va sortir du domaine du low-tech. Je pense que je suis de plus en plus radicalisé face à la montagne publicitaire qui vous dit d'acheter quoi, et ça marche, même si vous êtes, vous, ici présents, très sensibilisés. Combien parmi vous ont des SUV? Alors là, je sais qu'il y a la moitié des gens qui ont des SUV qui vont dire non, je ne dirai pas aujourd'hui. Mais c'est pas grave, je vous ai vu tout à l'heure vous garer là-bas. Non, c'est pas vrai. Quand vous achetez quand les gens achètent un SUV, il y a 2500 € inclus dans ce prix de publicité. C'est pour vous dire l'énergie et l'argent qu'il vous faut pour vous convaincre que c'est une bonne idée. Alors que le vélo, on en vend plein et sans publicité. Donc c'est bien que c'est la fin d'un système, ces gros modèles qu'on vous vend plus vite, plus loin, plus lourd, plus confortable et plus cher et bien évidemment plus compliqué à réparer. Et c'est ce qui arrive. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas des voitures simples. Moi, je rêverais d'avoir des voitures simples, pas chères. C'est Dacia qui a fait la voiture. Ils ont dit on lance une gamme pas chère. Eh ben, vous savez que les modèles qui se vendent, hein, c'est vitres électriques, clim et compagnie chez Dacia. C'est pas les modèles sans rien, avec vitres manuelles. La fameuse Renault 5, la chanson d'Éric de tout à l'heure. Oui, il y avait une question par ici. Oui, je suis d'accord avec le fait que la meilleure des énergies, c'est celle dont on n'a pas besoin, qu'on n'utilise pas. Et j'avais une question par rapport au brevet SGDG. Vous parliez de normes. Je sais que dans le temps, il y avait des brevets sans garantie du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, les normes, c'est relié aux assurances, etc. Ça concernait quoi? J'ai pas entendu le premier mot. Les brevets SGDG. Mais concernant des inventions que faisaient nos anciens, on voyait marqué on voit sur des lampes à pétrole, des choses comme ça, garantie, breveté sans garantie du gouvernement. Et est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'on peut mettre sur le marché, entre guillemets, des choses qu'on a inventées, mais où derrière il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de ça, chacun est responsable de ce qu'il fait? Non, il y a toujours un responsable. Il faut toujours pouvoir taper sur quelqu'un et se défaire de ses responsabilités. Donc il y a toujours quelqu'un d'autre qui va... Ah, j'adore, on avait mis des poules à l'école parce que c'était sympa que les enfants ils puissent prendre les déchets qu'ils ne mangeaient pas, les donner aux poules et récupérer des œufs. Et du coup, je dis, vous faites des gâteaux périscolaires, c'est sympa. Et les œufs, du coup, ils sont bons. Ah ben, on n'a pas le droit. Je dis, vous n'avez pas le droit de quoi? On ne peut pas manger nos œufs parce qu'il n'y a personne qui les garantit. Et du coup, vous allez où? Ah ben, on va à Carrefour. Et puis on n'a pas beaucoup de budget, donc on achète des œufs de merde, estampillés au fipronil pour nos enfants. Parce que là, il y a un tampon qui dit que c'est aux normes. Et donc, non, ça se marche sur la queue. Après, je sais que vous pouvez faire un véhicule assez bizarre ou un truc bizarre et vous pouvez acheter à 10 € une étiquette CE. Oui, non, c'est vrai. Et dessus, vous dites que vous avez réfléchi. Alors, vous mettez un numéro à peu près et après, vous avez un manuel que vous écrivez vous-même
avec le même numéro et vous dites bah, j'ai regardé qu'on pouvait freiner, qu'on pouvait accélérer, j'ai fait une étude de risque. Voilà. Mais c'est vrai, les gens ils croient pas, hein, mais ça marche. Quand moi qui commence à bricoler des véhicules, on fait comme ça. Les gens qui fabriquent des engins agricoles derrière, roulants ou qui traînent, il faut une norme de le mettre sur la voie publique. Et bah, du coup, ils impriment, ça s'achète, hein, et tu dis ça, et puis si quelqu'un te contrôle, tu dis il y a une étiquette CE, il n'y a personne qui sait déjà que derrière le CE, il y a un fascicule et que tu peux le sortir à tout moment. Donc tout va bien, il ne va rien se passer. Après, pour le vendre, et forcément, comme personne ne veut assurer sa responsabilité, tu vas avoir des procès sans fin et tu vas finir dans un trou pour le reste de ta vie. Je veux t'encourager là, tu vois, tu as compris. On a commencé sur la transgression et l'idée qu'elle était complètement nécessaire pour arriver à cette idée-là de tout système de normes en fait, mais il concerne qui en vrai? C'est que Volkswagen truc lui-même ses propres moteurs et les façons de mesurer, que quand on fait du miel en Chine, ils connaissent les tests chimiques pour faire semblant que c'est du vrai miel, mais en fait c'est que du sucre. En fait, on est dans le monde des imposteurs, quoi. Il y a Roland Gori qui a écrit un livre qui s'appelle La fabrique des imposteurs. Là, on est dans l'imposture maximale. Pourquoi est-ce qu'on continuerait de jouer à respecter une imposture en fait? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça amène à la folie, à bouffer des œufs qui viennent d'ailleurs, parce que c'est trop dangereux de bouffer les siens. À ce qu'on vous interdise de cultiver vos propres légumes parce qu'ils ne seraient pas normés comme il faut. Vous avez entendu, il y a des projets de loi comme ça. Hein. À ce que vous ne puissiez pas boire l'eau de la source à côté parce que non, elle n'est pas passée dans la station d'épuration dégueulasse. Mais de quoi on parle en fait? Et donc il y a un moment, évidemment, il faut dire non. Il n'y a que vous qui dites oui. Eux là-haut, ils disent non. Et être prêt à assumer les conséquences aussi. Hein. Ça, merci. il faut le dire. Alors, une dernière question dans la salle. Oui, madame. C'est une toute petite question. J'ai l'impression que quand on est en G, on ne peut plus louer son logement. Dans 2 ans, ouais. Ça passe dans dans 2 ans. Ouais. Il faut être en E. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils sont en train de déclasser beaucoup d'appartements ou de logements de qualité pour nous empêcher de louer ensuite un bien. Après, il y a beaucoup d'aides pour justement pour repasser, mais il faut couvrir 3 points principaux. Enfin, quand l'État peut couvrir jusqu'à 70% des aides pour tout ce qui est fenêtres, isolation intérieure et tout ça, mais faut couvrir 3 points importants. Mais je crois qu'il faut avancer les frais, c'est après l'État il nous rembourse. Donc il faut quand même avoir la trésorerie. Et remplir beaucoup de papiers, ça c'est normal, on est en France. Juste, je profite de votre remarque, parce qu'elle est intéressante. Il faut connaître les règles du jeu, mais il ne faut pas jouer dans les règles du jeu. Dit autrement, en permaculture, on dit qu'il y a toujours au moins une autre façon de faire. C'est-à-dire quand vous pensez que vous êtes dans une impasse, qu'il n'y a qu'une seule façon de faire, il y a au moins une autre. Au moins, ça veut dire qu'il y en a plein en fait. Hein. Je vous donne un exemple pour vous inspirer, c'est que du temps de la génération de mes parents, à l'hôpital Necker, il y avait des fêtes à tout casser que les internes faisaient, et donc ils envoyaient des fusées, des trucs, il y avait des feux d'artifice tout le temps, la musique jusqu'à pas d'heure, c'était la salle de garde de l'hôpital Necker. Et donc il y a un moment, les riverains en ont eu marre, quoi. Ils ont voulu lutter contre les internes de l'hôpital Necker. Et donc il y a quelqu'un qui a ouvert une association de lutte contre des riverains de l'hôpital Necker et qui a commencé à prendre du pognon à tout le monde pour faire vivre l'association. Puis qui a envoyé 2-3 tracts, etc., des lettres à tout le monde en disant ouais, on va faire quelque chose, etc. Et puis les fêtes ont continué. Alors, les gens ne comprenaient pas. Parce qu'en fait, celui qui avait créé l'association des riverains de l'hôpital Necker était l'économe de la salle de garde de l'hôpital Necker. Et donc prenait le pognon des riverains pour financer les fêtes de la salle de garde. Donc si vous avez un problème avec le DPE, créez une entreprise à valider le DPE et validez tous les DPE que vous voulez. Il y a une petite citation dans tous ces échanges là que j'avais noté de Gandhi justement. La désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'État devient hors la loi ou corrompu. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là.
il y a la même chose que la DPE en énergie, il y a la même chose pour les sanitaires. Est-ce qu'on peut mettre son eau de WC ou autre? Alors, normalement, il y a tout un système de drains qu'il faut faire, des stations d'épuration. Et alors, j'ai des copains qui ont mis rien, enfin juste 3 cailloux, puis après, ça coule dans une mare. Voilà. Et le gars dit non, ça marche pas. Et il dit regardez, il y a des poissons rouges, ils sont là. Prouvez-moi que ces poissons rouges sont faux. Et que c'est sale, et si vous voulez, je vous bois devant vous, je vous défie de boire un verre de ce qui sort de vos super stations d'épuration, hein, vous allez être malade. Et je me souviens de ce cas-là, il l'a convaincu comme ça. Hein. Le gars il a dit, ça marche pas votre affaire, il dit, regardez-le, me dites pas que ça marche pas, regardez-le, et dites-moi si ça marche pas, et validez. Donc franchement là, il n'était pas du tout dans les normes, et ben, la personne elle a compris. Après, si elle comprend pas et que vous sentez dans votre droit chemin, ben voilà. Bravo. Très bien, une dernière question avant la... On va tous à la cantine après, hein, c'est la pause déjeuner. Oui. Les micros arrivent. Ah. Oui, bonjour. On parle de low-tech, mais on pourrait parler de low-tech dans les comportements. Et dans la Grèce antique, il y avait la cryothérapie qui consiste à se soigner avec du froid. Donc juste une douche froide le matin, ça permet d'éviter tous les antidépresseurs du monde. Tout à fait. Merci beaucoup, Louis, Barnabé. Une petite conclusion sur cette table ronde? Je peux ajouter quelque chose? Tu veux dire quelque chose? Ouais. Mais bien sûr. Excusez-moi de m'incruster encore. C'est super de dire toutes ces choses-là, mais il faut expliquer aussi quelque chose que je trouve on ne parle pas assez. Il faut qu'on fasse les choses nous-mêmes. Mais à aucun moment il faut s'imaginer que ça va être tout joyeux avec des arcs-en-ciel et des licornes et des trucs comme ça. On a en face quelque chose de sombre, d'obscur. Donc il faut être prêt. Oui, il faut prendre les choses en main, mais il faut être prêt d'en subir les conséquences et de tenir droit quand même et d'aller jusqu'au bout. Parce qu'au final, c'est possible, mais il ne faut pas arriver avec l'illusion que c'est facile. D'accord? C'est le problème, c'est qu'on a été éduqué à l'Occident à faire les choses avec facilité. C'est le système qui nous rend la vie facile. Si on sort du système, à partir de là, c'est sur nos épaules que tout est posé. Et ça, ce n'est pas facile. Donc, il faut être prêt pour ça. Et la bonne nouvelle, c'est que si on commence à se lancer dans les choses pas faciles, bah, je trouve qu'on prend l'habitude. Et à un moment donné, le pas facile finit par devenir facile, à condition qu'on accepte de confronter l'inconnu, de se lancer et de faire. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Merci. Ouais, pour conclure et rebondir sur ce qui vient d'être dit, il y a une satisfaction qui n'a rien à voir entre le fait de créer quelque chose par soi-même, de le voir échouer, puis peut-être fonctionner, puis le réparer, et puis que ça participe à sa vie quotidienne et de construire soi-même son nid, comme le font toutes les espèces dans la nature. Hein. Il y a personne qui demande à une entreprise de venir lui faire son nid, chez les oiseaux par exemple. Et il y a une satisfaction qui est bien au-delà de juste un petit plaisir momentané. Et qui surtout est bien au-delà du frisson que vous aurez dans un supermarché à acheter un truc à 4000 balles qui va vous faire une fonction géniale pendant un moment, qui effectivement va vous donner un petit frisson émotionnel à un moment, quoi, d'aller raquer. Et le système de consommation, il est fait là-dessus, hein, fait sur un système de récompense, comme le sucre, quoi. Mais on est dans deux ordres différents de satisfaction. Il y en a une qui est beaucoup plus durable, beaucoup plus lente, beaucoup plus profonde, alors que l'autre est momentanée, va appeler un nouveau sucre, un nouveau jouet, un nouveau... et à la fin, vous avez des gens qui collectionnent les jouets. Quand ils n'ont plus assez de bagnoles, eh bien, il faut qu'ils aient un car park. Quand ils n'ont pas un car park suffisamment gros, il faut qu'ils mettent des panneaux solaires dessus, parce que quand même, il faudrait être éco-friendly et inclusif, et qui arrivent à la folie, quoi, proprement, et où leur vie n'est jamais accomplie, quoi. Ils mourront avec l'impression de manquer, quoi. Voilà. Donc, pour moi, cette réappropriation du bricolage, au fond, c'est une voie de sagesse aussi. Et moi qui ai quitté Paris grâce au Covid il y a 3 ans, je suis revenu dans ma campagne natale, et là je recrée des liens avec tout plein de monde dans ma campagne, et je suis fasciné
ils ont tous mon âge, ils savent tout faire. Ils savent faire la plomberie, l'électricité, le doublage de leur maison. Ils savent tout faire. Et ce côté artisanal, moi, me passionne. Et c'est bien pour ça que je suis aussi pris passion par le travail de Barnabé ou de Malachi Farrell ou tous les grands créateurs. Et en tous les cas, merci beaucoup Barnabé de nous avoir rejoints pour cette belle table ronde. Oui, juste un dernier petit mot. À la fin, j'avais dit plein de bonnes choses quand ils sont venus filmer, mais on n'a pas pu tout garder, c'est comme ça. Et du coup, il y a un petit morceau à la fin qui a été dit, et que comme il y a la moitié des gens ici qui n'ont pas vu le film, il faut quand même que je vous le raconte. On court tous de plus en plus, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Tout le monde court. Et à un moment donné, on tombe malade et on s'arrête. Et du coup, je voulais vous dire, vous pouvez vous arrêter maintenant, en bonne santé. Vous n'êtes pas obligé de tomber malade pour vous arrêter. Parce que quand vous tomberez malade, on va vous remplacer, c'est pas grave, vous ne serez pas irremplaçable. Donc imaginez, vous pourriez être malade ou faire semblant d'être malade. Soit dans un cas où vous êtes malade, dans l'autre cas, vous êtes content de vous arrêter. Donc arrêtez-vous maintenant que vous êtes en bonne santé, avant d'être malade. Voilà. Et donc en fait, dans le film Tous résistants dans l'âme, on est allé à la rencontre de 25 personnes en France. Et donc, pour chaque entretien, imaginez-vous, on a discuté avec Louis et les intervenants pendant environ 1 heure. Et donc, à la fin, vous avez vu, là, comme pour Barnabé, on a gardé 6 ou 8 minutes. Et donc, il y a tout un sabrage qui a été nécessaire pour garder vraiment l'essentiel. Mais la grâce, c'est pas pour vous survendre le double DVD, mais j'en suis très, très, très heureux de ce double DVD. Vous avez les versions longues, pas de tout le monde, mais d'une partie des intervenants, où vous avez, par exemple, alors je ne sais plus si toi, Barnabé, tu es dans le double DVD, mais en tous les cas, ceux qui ne sont pas dans le double, les versions seront sur Ethic TV très prochainement au fil des mois. Et sur le double DVD, vous avez Christian Perron, dans le film, il avait 10 minutes, et bien dans le double DVD, vous avez 30 minutes. Damien Decart, c'est pareil, vous en avez plus. Et l'idée, c'est de revenir avec du contenu qui n'a pas pu tenir dans les 2h15 du film, mais tout ce beau contenu-là, on le retrouve comme des mini-films, du coup, sur le double DVD, et bientôt gratuitement sur Ethic TV. Merci à vous, c'est la pause déjeuner. Et on se retrouve donc à 14h20 avec Christian Perron pour une table ronde autour de la médecine conventionnelle. Bon appétit à toutes et tous.